Voilà, ravi d'être avec vous à une heure difficile et merci de me présenter comme ça parce qu'effectivement, je- l'idée que je propose, c'est que dans toute publication scientifique, il y a un implicite idéologique. Ça peut toujours être récupéré pour faire un discours qui échappe à la science. Alors, le discours que je propose pour échapper à la science maintenant, c'est est-ce que le dualisme nous apporte quelque chose? Euh, Le dualisme nous amène à la question qu'on nous posait quand j'étais étudiant. Tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre. C'était l'époque où il y avait le corps d'un côté, observable, manipulable, expérimentable, et l'âme, la parole de l'autre, sans observation, sans démarche scientifique possible. Et ce dualisme-là explique la phrase que j'ai entendue, que beaucoup de gens dans la salle seront sûrement entendus. Il n'y a pas d'intelligence possible chez un bébé tant qu'il ne parle pas, parce que la parole, c'est le socle de l'intelligence. Comme la définition de l'intelligence n'est pas évidente, incontestablement la parole est un outil pour penser et exprimer ce qu'on pense à l'attention d'un autre, mais est-ce qu'on peut dire que tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre? Alors, le thème des 1000 premiers jours, ça a été un peu celui-là, c'est-à-dire que dans l'enfance préverbale, il y a déjà des processus qui se mettent en place et qui sont des formes d'intelligence et qui préparent à la parole. Il y a des prérequis biologiques de la parole et lorsque la parole est mise en place, elle permet d'échapper à la biologie. Mais c'est un processus développemental qui se fait sur la transaction entre ce qu'on est et ce qui est. Ce qu'on est, c'est quand un spermatozoïde rencontre un ovule, ça peut donner qu'un cerveau d'enfant. Ça donne jamais un cerveau d'hippopotame ou d'hirondelle de mer. Donc il y a un déterminisme génétique. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai dit presque rien de la condition humaine parce qu'il y a tout le reste du développement qui, comme on l'a entendu ce matin, est constamment en transaction des milliers d'items, des milliers de pressions qui entourent l'enfant pour le circuiter dans un sens ou dans un autre, favorable ou défavorable selon la structure du milieu. Alors la première niche euh, écologique avant la naissance, c'est la rencontre des futurs parents. Et déjà, il y a un déterminisme, c'est que si une très jeune femme de 13-14 ans est enceinte, euh, prend des substances et vit avec un garçon, on va imaginer de 16-17 ans, délinquant sans travail, on peut prédire que le bébé va arriver dans une niche sensorielle qui va lui faire un démarrage pas facile dans l'existence. Mais une prédiction peut se faire sur une population et ne peut pas se faire sur les individus qui composent cette population. C'est-à-dire qu'on peut dire, dans ce quartier-là, dans ces conditions-là, beaucoup d'enfants auront du mal à se développer, mais face à un enfant, on ne peut pas dire il est perdu pour la vie. Parce qu'il peut y avoir d'autres pressions, d'autres rencontres, d'autres interactions qui vont intervenir pour lui faire rattraper son retard ou pour l'aggraver. Parce que ce n'est pas un déterminisme linéaire, c'est une convergence de déterminants qui vont circuiter les apprentissages, circuiter le cerveau, circuiter les habiletés relationnelles et circuiter même l'expression des émotions. Et là, on a un mode de socialisation qui se met en place sous l'effet de la transaction entre le développement d'un sujet humain, préverbal, et des pressions du milieu, pressions affectives, comportementales et verbales. Ce qui fait que lorsque le bébé arrive au monde, on est la seule culture à ne pas fêter son premier anniversaire. J'ai travaillé au Japon et en Chine et on considère que le bébé arrivant au monde, c'est son premier anniversaire. Il a déjà 1 an d'expérience dans les jambes, si on peut dire. Il a déjà l'expérience de la rencontre de ses parents et puis un façonnement constant intra-utérin où déjà il commence à traiter des informations et il traite, c'est pas un récipient passif, il reçoit des informations et commence déjà à les agencer.
Et à Toulon, en 1980, on avait fait une réunion pour rassembler les chercheurs qui travaillaient sur ce qu'on avait maladroitement appelé la communication intra-utérine. Et on, avec Jacques Collin, on avait rendu observable que déjà les basses fréquences de la voix maternelle passaient très bien dans l'utérus, mais que le bébé a du tissu conjonctif dans les oreilles. Donc il n'entend pas des sons. Il entend comme quand on met un diapason sur le front, il entend des sons parce que ça arrive directement à l'oreille interne. Mais si on éloigne le diapason, on n'entend rien. Or, le bébé, pendant 9 mois, on a tous été des mammifères aquatiques pendant 9 mois. Et on a entendu, probablement par l'os, par la bouche, qui allait directement aux branchies qui ont donné l'oreille interne. Et puis, ce qui veut dire que quand les hautes fréquences de la voix maternelle sont très bien filtrées par le corps et par le liquide amniotique. Et au contraire, les basses fréquences de la voix maternelle sont très bien transmises par le corps et par le liquide amniotique. Or, les embryologistes nous apprennent que les premiers corpuscules qui arrivent à maturité, c'est les corpuscules tactiles de la bouche et des mains. Ce qui revient à dire que quand la femme enceinte parle, les basses fréquences sont bien transmises et quand elle parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et quand le bébé arrive au monde, alors là je cite Eliane Noireau, dans l'heure qui suit sa naissance, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore de la voix maternelle. Le dispositif d'Eliane Noireau était très simple parce que en clinique, on fait ce que nous disait Tinbergen, c'est que pour nous praticiens, en clinique, on a un objet hétérogène à côté de nous. C'est une personne avec son corps, son cerveau, son histoire, sa religion, ses croyances. Donc on ne peut pas faire un objet propre, réduit et propre et manipulable comme dans un laboratoire. Mais on peut faire quand même une observation dirigée, nous disait Tinbergen, plus qu'une observation expérimentale. Or, quand les bébés arrivent au monde, avec Jacques Collin, on a enregistré la voix de la mère. Alors, Eliane Noireau avait pris un dispositif très simple. Le bébé est mis dans sa chaise à bébé, puisqu'on pèse un bébé dans notre culture, on pèse et on mesure un bébé. Et, derrière, elle avait mis un drap blanc et 8 personnes. Madame numéro 1 parlait, c'est pas la mère, le bébé répondait pas. Alors, ils devaient lire un texte, c'était, mettons, le règlement du métro parisien. Et alors, Madame numéro 1, elle lit, le bébé répond pas. Monsieur numéro 3, le bébé répond pas. Madame numéro 6, lisait, hop, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore. Elle change de place, toc, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore. Donc, il y avait un lien de continuité qui s'était fait entre les basses fréquences intra-utérines et la voix de la mère. Alors avec Jacques Collin, on a enregistré la voix de la mère et on a filtré les basses fréquences, c'est-à-dire que la voix était suraiguë, le bébé ne répond pas. On a filtré les hautes fréquences, le bébé répondait en direction de magnétophones, où qu'il soit dans l'espace. Ça veut dire que une continuité s'était établie entre des informations qui avaient déjà été traitées dans l'utérus et que la petite mémoire du bébé, à naître ou tout juste né, fait que tout de suite il reconnaissait quelque chose qui était déjà familier dans son monde, les basses fréquences de la voix maternelle, c'est-à-dire l'équivalent d'une caresse vocale. Et il le reconnaissait tout de suite et que le tranquillisant naturel de le nôtre et surtout celui de nos enfants, c'est la familiarité. Quand un enfant se sent en familiarité avec une figure d'attachement, avec un lieu, il n'a pas besoin de tranquillisants, il les a. L'aventure humaine lui fournit son tranquillisant naturel. Et ce processus de familiarisation commence déjà avant la naissance. Alors on avait fait avec Marcel Ruffo un travail très mal fait et honteusement bien cité. On avait demandé une bourse de recherche pour acheter une gousse d'ail. Donc, on avait acheté la gousse d'ail, mais il avait fallu remplir un dossier comme ça pour obtenir la subvention. Et quand le bébé, on avait fait 2 populations, c'est à Marseille,
deux populations, une population de femmes enceintes à qui on avait dit madame mangez beaucoup d'aïoli, et une autre population de femmes avec qui on a dit surtout ne mangez pas d'aïoli. Et quand le bébé est arrivé au monde, on a passé le doigt, le petit doigt sur la gousse d'ail et on l'a donné à téter au bébé. Et les bébés dont la mère avait mangé de l'aïoli souriaient jusqu'aux oreilles, et les bébés dont la mère n'avait pas mangé d'aïoli faisaient des grimaces épouvantables. C'était un travail qui était plus proche du gadget que du travail sérieux, mais étonnamment, Benoît Chasles a repris cette hypothèse, et lui, il est professeur de biologie et directeur de l'Institut du goût à Dijon, et lui a rendu observable qu'effectivement, le liquide amniotique était parfumé et que ça pouvait jouer un rôle dans le processus de familiarisation de l'enfant. Alors, le liquide amniotique parfumé, dans notre expérience minable, c'était l'aïoli. Benoît Chasles a été plus sérieux que nous, mais s'il y a des professionnels de l'accouchement dans la salle, quand on fume, quand une femme enceinte fume, ou quand on fume autour de la mère, le liquide amniotique sent la nicotine. Et si elle prend des substances, eh bien le bébé déglutit sa part de substances. Puisque quand Minkowski venait travailler avec nous, il avait rendu observable que quand les basses fréquences de la mère caressent le bébé, et quand il ne dort pas, c'est-à-dire à peu près 4 heures par jour, il déglutit 4 ou 5 litres de liquide amniotique par jour. Ce qui veut dire que si il y a des substances toxiques, cigarettes, hache, eh ben, il les avale. S'il y a des substances du stress, cortisol, catécholamine, eh ben, il les avale aussi. Et là, on a une transmission biologique, comment l'histoire de la mère, la relation de la mère peut transmettre quelque chose de biologiquement au bébé qu'elle porte. Et donc là, ce n'est pas la transmission de pensée, c'est le médiateur de la transmission se fait par les produits biologiques. Et puis, on arrive, on vieillit, et on voit que l'enfant, progressivement, son espace s'élargit. Et que lorsqu'il arrive au 11e, 14e mois, tous les bébés pointent du doigt. Et que ce pointer du doigt, c'est une thèse que j'ai dirigée, c'est Anne Robichet-Dispa, c'est tous les bébés pointent du doigt, et que quand un bébé pointe du doigt, c'est que dans son monde préverbal, il a compris qu'en pointant du doigt, il peut piloter le monde mental de la figure d'attachement et l'orienter sur un objet qu'il désigne. C'est donc un prélinguistique, c'est un geste désignatif, ça prépare la linguistique. Et à ce moment-là, dès l'instant où le bébé pointe du doigt, à ce moment-là, il est plus seul au monde parce qu'il sait qu'il va orienter l'esprit, même s'il ne sait pas encore, il se représente mal ce que peut être l'esprit de la figure d'attachement. On voit par ce petit comportement qu'il a le plaisir, la sécurisation d'orienter la figure d'attachement vers un objet et de le partager. Moi, bébé de 13 mois, je suis plus seul au monde. Et puis ça veut dire aussi que je me prépare à la théorie de l'esprit, puisque je comprends qu'elle a un monde mental que je peux piloter par un geste désignatif et plus tard par une articulation verbale. Donc les bébés reconnaissent des mots beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait. Vers le 10e mois, ils entendent et comprennent des mots préverbaux, c'est-à-dire que ballon, mais il faut que les mots désignent des objets dans un espace proche. Ballon, wawa, chien, maman. À ce moment-là, ces mots désignent, et ces mots, petit à petit, quand le langage se complexifiera tout à l'heure, alors à ce moment-là, les mots finissent par représenter des choses qui ne sont pas dans l'espace, qui sont que représentables. Et là, on change de registre, on n'est plus dans le monde perçu, on est dans le monde des représentations, qui agissent sur le corps aussi. Et ces interactions-là sont faciles à observer. Par exemple, on avait fait à Toulon une tétine à manomètre. Et le bébé tète. Et à un signal convenu, on demandait à la mère de regarder la télévision pendant que le bébé tétait. Et très rapidement, les tétés diminuaient, c'est-à-dire que le bébé décrochait quand la mère cessait de le regarder.
Donc on a une convergence de déterminants sensoriels qui plus tard seront sensés, linguistiques, et on a une convergence de déterminants sensoriels qui pilotent le développement de l'enfant, adaptés à la structure sensorielle du milieu, la figure d'attachement qui s'intéresse au bébé ou qui au contraire regarde un écran ou ça désintéresse du bébé. Alors avec Daniel Stern, on avait fait une observation. Daniel Stern à Genève était au milieu de la pièce et un toddler, un bébé de 12 mois, rentre. Il a son petit stress, sa petite angoisse nécessaire, sa petite angoisse normale. Et puis, s'il a acquis un attachement sécure, qu'on peut déjà observer comportementalement à partir du 12e, 14e mois, il a son petit stress et il s'oriente vers Daniel Stress et il lui fait un babil. Daniel Stern écoute et puis reformule avec ses mots d'adulte. Et alors là, s'il y a des lacaniens dans la salle, ça fait un tour de babil. C'est-à-dire que l'adulte Daniel Stern parle, le bébé attend la fin de la phrase parce qu'il y a une musique des mots, une prosodie, qui commence déjà à signifier quelque chose. Et l'observation qu'on a faite à Toulon, c'est on a repris l'expérimentation, l'observation dirigée d'Eliane Noireau. Madame, vous êtes la mère, est-ce que vous voulez lire le règlement du métro parisien à votre bébé qui a 4 mois? La mère lit, ça intéresse beaucoup le bébé. Il regarde parce que c'est une figure d'attachement, la brillance des yeux, les saccades oculaires, les basses fréquences. C'est un objet sensoriel qui est déjà structuré, stimulant et sécurisant. Donc ça l'intéresse. Pour lui, dans son monde de bébé, c'est un événement important. Très bien, madame. Voulez-vous lire le règlement du métro parisien que vous venez de lire à l'envers? Le bébé décroche. Parce que le fait de lire à l'envers supprime la prosodie, la musique des mots, ça ne stimule, ça n'évoque plus rien chez le bébé. Et le bébé décroche. Donc tout à l'heure, le décrochage se faisait parce que la mère s'intéressait à autre chose. Et là, le décrochage se fait parce que l'interaction verbale, la musique des mots, a mis en place un système qui fait que ça ne plaît plus au bébé. Et très rapidement, on arrive à la double articulation. Alors là, il faut parler. J'ai un ami qui a des chiens, et quand des chiens de chasse, des setters irlandais, et quand mon ami dit « on y va », hop, les chiens filent directement vers la porte. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont entendu la double articulation? Je crois qu'ils ont entendu une prosodie qui signifie, c'est un signifiant biologique, sensoriel, qui signifie « on va sortir ». Et que nos enfants, dès qu'ils parlent, ils entendent « on », tous ensemble, « i », là-bas, « va », on va aller tous ensemble là-bas, et eux, très tôt, arrivent à la double articulation, alors que les chiens restent à la prosodie des mots, ce qui est déjà une performance intellectuelle, mais c'est pas Proust. C'est-à-dire que déjà, c'est pas rien. Ils perçoivent quelque chose qui indique autre chose qui n'est pas là. C'est pas rien, c'est déjà peut-être un début de symbole, ou en tout cas c'est échappé au contexte. Alors maintenant, je vais rejoindre directement pour essayer de continuer ce que j'ai entendu ce matin. Voilà, ce matin on nous a expliqué de manière très agréable, très convaincante à quel point notre cerveau était circuité par notre milieu et notre existence. Mais on nous l'a expliqué en termes scientifiques. Donc moi, je vais essayer de reprendre ça en termes cliniques, et tous les neurologues qui sont dans la salle savent de quoi je vais parler. C'est-à-dire que si notre cerveau est sculpté par notre milieu et par notre existence, lorsqu'il y a une altération cérébrale due à un accident vasculaire, un trauma, ou modifiée par l'existence, peut-être qu'on ne voit plus le même monde. Et on n'a pas d'expérimentation, mais la clinique fait pour nous des expérimentations bien plus cruelles que ce qu'on peut faire en laboratoire. Et là, on a, monsieur, une lésion au scanner, à l'électroencéphalogramme, quand j'étais praticien, c'est pas rare du tout. On voit une lésion
qui est pariéto-occipitale droite. Et les gens parlent, se déplacent, mais ils négligent toutes les informations qui viennent de la gauche. Ils les perçoivent et soutiennent qu'ils ne les ont pas perçues. C'est une anosognosie, c'est classique en neurologie. On sait qu'ils le perçoivent parce qu'on met des tables, des chaises, monsieur, madame, voulez-vous venir? Ils évitent les obstacles. Est-ce qu'il y avait des obstacles? Oh non, il n'y avait aucun obstacle. Et ils les ont tous évités. Monsieur, madame, le scanner, l'électro montre, puisque moi j'ai moins accès que vous à l'IRM, me montre qu'il y a une lésion pariéto-occipitale droite. Voulez-vous recopier cette marguerite? Voilà comment il la recopie. Voulez-vous recopier cette maison? Voilà comment il la recopie. Ce cadran, ce verre. C'est-à-dire qu'il néglige les informations qui viennent du champ gauche et ne perçoit et ne recopie que les informations qui viennent du champ droit. Mais on a ajouté l'expérimentation suivante. Monsieur, vous avez une négligence spatiale unilatérale gauche, voulez-vous venir? Et on va donner un puzzle avec ici un arbre et là un bouquet de fleurs et un bâton et un ballon. Voulez-vous le recopier? Donc il le recopie comme tout à l'heure, il recopie que la partie droite. Puis le deuxième jour, et il met 10 minutes pour faire le puzzle. Puis 15 jours après, on lui remontre le même puzzle et il met 4 minutes. Puis on lui demande de revenir et il met 2 minutes. Donc il a appris à résoudre le puzzle, il se rappelle, et malgré sa négligence spatiale, il va plus vite. On retourne le puzzle et on met l'arbre qui était à droite, on le met à gauche, c'est-à-dire il va le voir, mais affirmer qu'il ne le voit pas, et les fleurs et le ballon, on va les mettre à droite. Et il réalise le puzzle en 3 minutes. Ça veut dire qu'on a extorqué la preuve qu'il a appris à son insu. Il a appris à traiter des informations sans savoir qu'il apprenait à traiter des informations. Donc le milieu peut vraiment non seulement sculpter notre cerveau, mais nous façonner et provoquer des apprentissages à notre insu, d'où les apprentissages peuvent être très bien tous les stéréotypes sociaux dans lesquels on vit et auxquels on croit, puisqu'on a été circuité pour les apprendre. Alors, finalement, on voit que cette notion, on avait écrit avec Michel Soulet, on avait écrit en 1980 un petit livre avec Antoine Guédonné, qui participait à la commission d'Émile Jour, qu'on avait appelé l'intelligence préverbale. Aucun écho, parce que c'était, en 1980, on ne pouvait pas penser comme ça, on était prisonnier d'un stéréotype, tant un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre. Or, donc, ce livre n'avait pas été cité, c'est un petit livre, ESF, Michel Soulet-Cyrulnik, qui n'a pas été cité parce que ce n'était pas accepté par les stéréotypes du contexte. Mais maintenant, à la commission d'Émile Jour, on a travaillé avec Guylaine Dehaene, qui montre comment la zone temporale gauche, lorsqu'on parle à un bébé, cette zone des sons, elle est progressivement transformée en zone des syllabes, des phonèmes, et que cette même zone devient un enfant sourd. Il entend tout, et il n'entend pas les mots. C'est-à-dire qu'un enfant sourd, un enfant sourd a tous les neurones temporaux, mais comme il n'entend pas les sons, il n'entend pas les mots. Et lorsqu'on parle à un bébé, eh bien, on transforme les neurones de son lobe temporal gauche, qui étaient des neurones des sons, qui deviennent des neurones capables d'entraîner pour traiter des prosodies, des silences, des syllabes, des mots. Et ce façonnement se fait graduellement depuis la grossesse, depuis les derniers mois de la grossesse, et continue jusqu'au moment où il y aura l'explosion du langage schématiquement, entre le 20e et le 30e mois. Ce qui veut dire que l'explosion du langage, alors moi j'étais partisan d'employer l'expression de période sensible, parce que chez les animaux, la notion... Combien de minutes? J'ai dépassé d'un quart d'heure.
Bon, ben, je je vais voilà, juste pour dire que cette notion de période sensible, on peut, chez les animaux, on peut facilement la rendre observable. Un poussin, un oiseau, peut apprendre, incorporer les traces de son milieu entre la 13e et la 17e heure. Avant, c'est pas possible, après, c'est plus possible. Donc là, c'est période critique, c'est une crise, c'est maintenant ou jamais. Alors que chez les mammifères supérieurs, et chez les êtres humains encore plus, la lenteur du cerveau, même quand notre cerveau est théoriquement terminé, mais je ne sais pas si notre cerveau est théoriquement terminé, il se ralentit, mais dans les maladies d'Alzheimer, je dirige un groupe qui travaille avec résilience et maladies d'Alzheimer, il y a encore des bourgeons synaptiques. Et quand on fait chanter les maladies d'Alzheimer, ils peuvent encore apprendre des chansons alors qu'ils ont perdu la mémoire des mots. Donc ça va moins vite, mais on continue encore à apprendre, même si ça va beaucoup moins vite. Donc ça veut dire que le dualisme avec lequel j'ai commencé mon exposé, probablement nous empêche de comprendre et qu'il faut changer d'épistémologie, de manière de traiter les informations, probablement une approche écologique et plus pertinente. Notre premier espace, c'est l'utérus, c'est les bras de la mère, les interactions précoces, les sonorités, et au 30e mois, schématiquement, on arrive au monde des mots qu'on maîtrise, et dans ce cas-là, on change de planète, on vit dans le monde des mots qui caractérisent la condition humaine et qui agissent aussi sur le cerveau. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci de m'avoir écouté. Bon.